Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux ce soir aux archives départementales pour cette conférence autour de l'exposition des monuments aux morts. Je vais très vite laisser la place à Madame Moreau, responsable de l'exposition. Alors, bonsoir à tous et à tous. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir grâce aux archives départementales, au nom du service patrimoine et des archives en l'absence de Muriel Texier. Merci d'être venus suivre cette conférence qui effectivement est en lien avec l'exposition que vous avez pu voir dans le hall d'exposition et qui est visible jusqu'au 29 septembre. Donc, merci aux archives départementales pour leur accueil et la mise à disposition de nombreux documents que vous avez peut-être pu découvrir, notamment son service public. Merci au service communication également, grâce auquel nous avons la captation de cette conférence et qui en a fait la promotion. Et puis évidemment, merci à M. Plat, à Pascal Plat, directeur de la chaire d'excellence de gestion des conflits et de l'après-conflit à l'Université de Limoges, la faculté de droit et des sciences économiques. Cette spécialité va nous permettre d'analyser maintenant les monuments morts de la Grande Guerre à la lumière du cadre plus général des traumatismes de guerre et de la nation. Et comme à l'accoutumée, la présentation sera suivie d'un échange. Et donc je cède la parole avec grand plaisir à M. Plat. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de venir en Creuse, puisque j'y étais il n'y a pas très longtemps déjà pour une autre conférence, et d'y voir un public aussi nombreux. Je ferai trois petites remarques peut-être avant de commencer mon propos. Vous avez une exposition tout à fait remarquable dans le hall avec de nombreux documents, un catalogue, etc. Donc je ne reviendrai pas sur le contexte de la guerre, vous pouvez vous documenter là très largement, ni même beaucoup sur les monuments aux morts, puisque cette exposition concerne les monuments aux morts. Moi je vais plutôt m'intéresser aux morts eux-mêmes et aux corps morts. Je travaille dans une faculté de droit, nous avons beaucoup travaillé sur la conflictualité qui naît des questions de cadavres après les guerres. Ce n'est pas un sujet très, très drôle, je ne le nie pas. Je ne vous ferai pas non plus un cours de droit sur le droit du cadavre dans la mort de masse, mais à travers ces archives, il y a eu beaucoup de conflictualité après la Première Guerre mondiale à propos des corps. À travers ces archives, on a des sources assez exceptionnelles qui sont peu exploitées, qui nous disent beaucoup de choses sur le problème des corps lorsqu'on est à l'issue de conflits qui ont produit énormément de cadavres et qui posent problème à quantité de niveaux. Et puis, dernière remarque, peut-être j'orienterai un petit peu mon propos au-delà de cette question de la gestion des corps sur le traumatisme, c'est d'ailleurs un petit peu la commande qui m'avait été passée, sur le traumatisme dans les familles. Aujourd'hui, enfin vous le savez, dès qu'il y a des victimes, elles sont prises en charge, les familles aussi sont prises en charge, les ayants droit sont pris en charge. Il y a toute une sorte d'enveloppe sociale qui se met en place pour essayer de les aider à dépasser leurs souffrances. Ce n'est pas le cas au début du siècle, et ce n'est pas le cas en général dans la mort de masse. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les corps qu'on a extraits dans les années 90 en Yougoslavie ou au Rwanda après le génocide, notamment sur toutes les fosses qu'il a fallu réouvrir, les cadavres à identifier. Et on s'aperçoit que dès qu'il y a de la mort de masse, on n'arrive plus à faire cette enveloppe de protection finalement des victimes, et que donc il y a un traumatisme qui se crée, et on étudie aussi ces phénomènes traumatiques. Alors la guerre de 14, elle a une particularité, que lorsque vous prenez le problème comme cela, c'est qu'on est maintenant 100 ans après le conflit et qu'on peut tenter d'évaluer la durée du traumatisme. Ce que j'appelle le traumatisme intergénérationnel, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce que le traumatisme a produit sur la famille de la victime, mais aussi sur ses descendants, la première génération et même la deuxième, voire la troisième génération. Ce que l'on ne peut pas faire à l'heure actuelle pour d'autres conflits qui n'ont pas ce recul intergénérationnel. Donc j'orienterai mes propos un petit peu aussi
dans ce sens-là. Voilà, ceci étant dit, je reviendrai sur la fin du conflit. Lorsque le lundi 11 novembre 1918, l'armistice a été annoncé à la population, il y a eu partout en France une liesse extraordinaire que certains ont décrit, je vous donne le vocabulaire employé, comme démente, notamment dans les très grandes villes ou dans les villes importantes, et peut-être un peu moins importantes ou un peu moins démentes, mais tout de même assez développées dans les villes moyennes, voire même, on le sait aujourd'hui, dans quelques petites bourgades. Ça veut dire que des fêtes furent organisées, que la population y participa massivement. À Paris, par exemple, on estime que cette liesse a duré au moins 3 jours. Toutes les places étaient occupées par cette foule en liesse. Les boulevards, les rues étaient noires de monde. Et devant le Parlement, par exemple, la foule acclamait au fur et à mesure qu'ils entraient les politiques. On connaît un peu ces manifestations en province. Limoges, par exemple, on a quelques descriptions sur cette liesse. Grande manifestation dans les rues, manifestation spontanée. C'est la même chose à Tulle, où on décrit une joie indescriptible et une gaieté débordante. Je pense que ça a été la même chose à Guéret, même si je n'en ai pas la trace, mais ça ne m'étonnerait pas que l'on ait été aussi en liesse à ce moment-là. Le ministère de l'Intérieur avait d'ailleurs donné des instructions aux préfets afin qu'ils autorisent et qu'ils facilitent les réjouissances. Et dans la plupart de ces circulaires préfectorales, on trouve l'expression sans restriction, sans aucune restriction, c'est-à-dire laisser la foule finalement en faire à sa tête, d'une certaine façon, ce qui a créé des taux d'alcoolisation des foules extrêmement importantes, qui sont relativement bien décrites, et on a toléré, si vous voulez, des débordements, qui quelquefois ont été non négligeables et dont on retrouve un certain nombre de procès-verbaux. Voilà, ça c'est l'exaltation de la victoire. Pourquoi est-ce que je commence comme ça ? Parce qu'en réalité, maintenant, depuis quelques années, lorsqu'on reprend la totalité des récits que l'on a sur ces jours de liesse, on s'aperçoit qu'en réalité, ils sont teintés d'amertume et de tristesse. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la victoire. Et pendant très longtemps, finalement, ce paradoxe n'a été traité que du côté de la liesse. On a laissé, si vous voulez, tomber le côté amertume, le côté tristesse. Et là, maintenant, vous avez toute une série d'études et de recherches sur la façon dont cette tristesse, dont cette amertume est présente en même temps que dans cette joie exubérante. Tristesse et amertume, d'abord au front, où restent des soldats, à la suite du 11 novembre. Les récits que l'on réanalyse aujourd'hui montrent qu'il y a bien une certaine joie, je dirais une certaine joie, mais surtout de la douleur. C'est-à-dire que, je ne veux pas faire d'approche psychanalytique ou psychiatrique, mais c'est comme si, au fond, la fin du conflit libérait aussi, si vous voulez, tout le trauma qu'ils portent en eux, et qu'il leur était impossible, d'une certaine façon, de le dépasser. On sait aussi que cela touche l'arrière. J'ai travaillé récemment sur les mémoires d'Alexandre Varenne. Vous savez, Alexandre Varenne, député, fondateur du journal La Montagne, qui est encore le grand journal que vous lisez aujourd'hui. Et Alexandre Varenne a, dans ses cahiers, il a laissé beaucoup de notes, Alexandre Varenne, un petit papier qui était un peu passé inaperçu, et il l'écrit le 11 novembre, au soir, vers 20h. Et voilà ce qu'il a mis. Il dit « Je vais dîner chez des amis après une traversée de Paris émouvante
et éprouvante, tant la foule est compacte. Mais dès que je suis arrivé chez eux, pourtant, je suis tombé dans un fauteuil et je me suis mis à sangloter doucement. Je pleurais les morts. C'est le jour même de la liesse qui est dans la rue. Et il y a sûrement d'autres témoignages de cette nature. Donc derrière cette liesse de la victoire, il y a une immense lassitude et petit à petit, une immense tristesse que renforce le processus de démobilisation qui a été très lent. J'ai vu qu'il y avait dans l'exposition des panneaux sur le retour des soldats. Et n'oubliez pas que ces soldats qui reviennent sont des hommes éreintés, choqués, blessés, mutilés, qui donnent de la victoire par leur retour une toute autre image que celle que donne la fête de la victoire. À cela s'ajoute l'hiver 1918-1919, parvenir au Covid, mais oui, il y a eu une épidémie la plus dévastatrice, une épidémie de grippe espagnole, hein, vous connaissez tout ça, qui fit des milliers de morts hein, et qui a frappé en 2 vagues successives, probablement aujourd'hui. Les études sur le Covid nous ont permis de progresser sur la grippe espagnole, qui a frappé sûrement beaucoup plus longtemps qu'on ne l'a dit, jusque dans les années 20-21. Et puis, et c'est mon propos, il y a les morts dont les corps ne rentrent pas. Et c'est bien là un des grands problèmes de ce post-conflit. Je vous rappelle que la mort de masse est une des caractéristiques de ce conflit. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, d'autant plus que, vous savez, les chiffres sont non définitifs, hein, et on les affine autant qu'on peut, mais on dispose aujourd'hui quand même d'un certain nombre de fourchettes qui nous permettent d'avoir une idée de ce qu'a été cette mort de masse. Sur les 15-49 ans, qui avait été le plus fort taux d'engagement hein, de la population, on a un ensemble de pertes qui franchit un seuil qui n'a jamais été atteint jusque-là et qui serait, et là je crois que le chiffre est raisonnable, estimé à 8,5 millions de morts. Hein. Donc il y a 8,5 millions de gens qui ne rentrent pas. La France vient en 3e position dans ce triste record, car il faut lui ajouter les disparus, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore déclarés morts, mais qui pour la plupart le sont, ce qui, si on les ajoute, fait monter le chiffre à 1 300 000, hein, très rapidement, 1 375 800 pour être très précis, ce qui nous met en 3e position en Europe. C'est des chiffres stupéfiants, hein. Je le dis à mes étudiants, quand on les ramène à des temporalités, c'est 280 000 morts par an. Bon, alors on ne va pas s'amuser à faire les calculs, mais c'est 2330 morts par mois. Vous imaginez ce que serait un conflit aujourd'hui qui produirait ça. C'est 800 morts par jour, en gros. C'est absolument considérable. Donc c'est des chiffres qui en disent beaucoup et qui en disent peu, mais ils disent l'importance de la mort, sans compter qu'il y a des... Alors ils lissent la mort, si vous voulez, mais il y a des pics de mort. C'est-à-dire que après la première bataille de la Marne, après Verdun, après Ypres, etc., ce sont des pics qui sont encore beaucoup plus importants. Donc il y a un nombre de cadavres sans précédent. Hein, c'est du jamais vu, si vous voulez. Tous ne se trouvent pas dans la même situation. Il y a de très nombreux corps sur les lignes de front. Alors il faudrait, pour être très précis, dire corps ou partie de corps, car certains peuvent avoir été démembrés par des canonnades multiples, voire être pratiquement totalement anéantis. D'autres ont été enterrés sommairement, dans des ruines, dans un talus, au pied d'un arbre, dans un paysage qui par ailleurs, en raison de l'avancée des fronts, était sans cesse mouvant. Certains ont été récupérés et placés immédiatement dans des tombes collectives, ce qu'on appellerait... Alors, tombe collective, c'est un bon mot pour parler de fosse commune, en fait. Hein, et quelquefois, tombe collective, ça donne l'impression d'une organisation. Fosse commune, ça dit plus une réalité.
d'autant que la fosse est quelquefois un trou d'obus ou un creux qui a été fait par la guerre elle-même. Et puis, d'autres sont, après notamment la loi du 29 décembre 1915, reposent dans des cimetières provisoires sur les champs de bataille. Vous en avez aussi qui se trouvent dans des carrés militaires qui ont été aménagés à l'arrière du front, avec des soldats qui d'ailleurs sont identifiés ou non. Vous avez aussi des centaines de corps, pour ne pas dire des milliers, qui se trouvent dans des villes et des villages qui ont accueilli des hôpitaux militaires. Le Limousin en a donc d'assez nombreux, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hôpitaux militaires, où on n'a pas rapatrié les corps, ils ont été mis dans le cimetière le plus voisin. Et puis vous avez des corps qui sont très loin de France, qui ont été inhumés ou détruits, je pense au front d'Orient en particulier. Alors, il y a un autre problème que pendant longtemps on a laissé de côté, qu'on n'a pas étudié et qui est en train d'être aujourd'hui repris par les collègues archéologues, qui, vous savez, trouvent régulièrement des corps ou des morceaux de corps. C'est le cas des soldats qui auraient pu être incinérés. Alors, on a manifestement des cas d'incinération, c'est-à-dire de corps qui ont été vraiment brûlés. Probablement, je vous donne vraiment, ça c'est les dernières nouvelles de la recherche archéologique, probablement lorsqu'ils se sont trouvés dans une partie du front où la mort a été conjointe avec l'ennemi. Et, alors je pourrais vous parler pendant des heures de la question du cadavre de l'ennemi, qui est tout à fait autre chose, parce qu'il y a des quantités de façons de traiter le cadavre de l'ennemi, qui est un ennemi, donc on ne va pas le traiter exactement de la même façon. Mais très souvent, ces cadavres de l'ennemi, dont on ne savait trop que faire, on les a brûlés. Et lorsque les corps étaient entremêlés, c'est-à-dire soldats français, soldats allemands, se sont retrouvés dans l'incendie, si vous voulez, ce sont de gigantesques tas de corps, si vous voulez, que l'on recouvre de bois, en général de sapin, et dans lequel on met le feu, on obtient un foyer qui brûle pendant des jours. Je vous avais ramené un petit témoignage là-dessus. Vous savez, c'est un témoignage de Louis Barthas, tonnelier qui a laissé des mémoires sur la guerre de 14-18, et qui est un des rares à parler de ça. Et voilà ce qu'il dit dans ses mémoires. Il dit « Au coin d'une petite place, en me promenant, on est à la fin de la guerre, j'aperçus un attroupement. J'y courus et ne vis d'abord rien de bien curieux. On faisait cercle autour d'un bloc brunâtre, graisseux, avec des morceaux d'os très apparents. Qu'était-ce donc que cela ? On m'expliqua qu'en août 14, à la suite des terribles combats qui s'étaient livrés dans la région, les Allemands maîtres du champ de bataille avaient ramassé les morts, les leurs et les nôtres, et on avait fait un immense bûcher de bois qu'on avait ensuite arrosé de pétrole pendant plusieurs jours, ce qui avait répandu à la ronde une épouvantable odeur de chair grillée. Venu de ce bûcher, on ne savait comment, le bloc que j'avais sous les yeux était en fait un morceau d'agglomérat de corps qui était resté de ce sinistre foyer éteint. Alors, pendant très très longtemps, ces corps qui ont été disparus comme ça, on n'en a pas parlé en fait. Et vous avez une grande partie des disparus qui sont là aussi, si vous voulez, dont on ne retrouvera jamais au fond les ossements. Je ne veux pas vous faire un tableau plus sombre que de raison. On a maintenant, grâce aux archéologues, des études extrêmement précises sur les sépultures. Et d'une façon générale, à partir de 1915 et pratiquement jusqu'à la fin de la guerre, les soldats, les vivants, ont essayé de prendre soin de leurs camarades morts. Et dans 14 cas étudiés, 14 sépultures, ils se sont efforcés de leur donner une sépulture individuelle. C'est-à-dire de les sortir même quelquefois de ce qu'on appelle des sépultures multiples ou indifférenciées, pour tenter de leur donner une vraie sépulture. Bon. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le front étant tellement mouvant, ces sépultures individuelles, même si elles ont eu des marqueurs, ne peuvent pas être retrouvées.
Ce qui explique que les archéologues en retrouvent aujourd'hui, ou que l'on en retrouve lorsqu'on fait des travaux dans les régions du Nord, par exemple. C'était encore le cas, on y reviendra si vous voulez, le mois dernier, parce qu'il se pose un problème de droit sur ce que l'on doit faire aujourd'hui de ces corps ou morceaux de corps. Bref, vous l'aurez compris, devant ce tableau terrible, il y a eu très tôt des problèmes, très tôt, dès 18, des problèmes de gestion de ces corps morts. Bien plus que dans les conflits précédents. Si je fais référence au conflit de 70, d'abord il y avait beaucoup moins de morts de masse. Ensuite, on avait beaucoup plus utilisé les fosses communes et l'incinération en 70, y compris de grands charniers dont on avait ressorti les corps pour les faire brûler. Et puis si on cherchait un précédent antérieur, ce serait la guerre de Crimée, où il y a une mort très importante, 70% du corps expéditionnaire. Et là, les morts restent in situ, si vous voulez, sur le terrain. C'est ce qui explique qu'on vient... Alors la Crimée, c'est difficile d'accès aujourd'hui pour les raisons que vous savez, mais il y a eu récemment, avant les événements de Crimée, lors de la construction d'un hôtel, on a retrouvé pratiquement 270 corps ou parties de corps de soldats français, dont on a... repris les os et qui, alors à ma connaissance, avant que la Crimée ne soit récupérée par la Russie, constituaient une pile sous une bâche. Ça, c'est la dernière fois que je les ai vus, en tout cas ils étaient comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus depuis. Bon, mais hormis ces quelques cas, si vous voulez, le problème ne s'est jamais posé de cette façon-là. Or, derrière chaque mort, ou chaque absent, qui la plupart du temps est un mort, se trouve la terrible situation des familles qui, très rapidement, dès la fin de l'année 18, demandent à l'État de prendre en charge ce dossier et de leur rendre leur mort. C'est l'expression qui est employée. Alors, un État à la fin de l'année 18, qui n'a ni les moyens matériels, ni les moyens financiers, ni l'expérience même de cette situation, consistant à récupérer des morts épars aussi nombreux à l'issue d'un conflit. Donc la question des morts, elle commence dès le lendemain du 11 novembre, en fait, et elle va empoisonner littéralement toutes les années 20. Et même bien plus longtemps, puisque aujourd'hui encore se posent des problèmes, et il y a une conflictualité autour d'un certain nombre de corps morts non rendus. Donc des autorités qui sont rapidement dépassées par cette mort de masse, et plus particulièrement par la question de la restitution du corps ou des corps aux familles. Je dis des corps parce que vous avez des familles où l'on a perdu le père, les enfants, l'oncle, enfin, c'est pas qu'un seul corps, quelquefois, qui est concerné. Dans un premier temps, l'État va s'appuyer sur une vieille loi, plutôt un décret, qui est le décret du 27 avril 1889, que tout le monde avait complètement oublié, mais qui n'était pas fait pour de la mort de masse. C'est un décret qui précisait qu'à l'issue d'un conflit, les familles pouvaient récupérer leurs morts si elles en faisaient la demande, c'est-à-dire qu'il y aurait, l'État se devait de procéder à l'exhumation des cadavres et au transport des cadavres depuis le front jusqu'au domicile des familles. Alors, ce texte de 1889, il s'est révélé très vite inopérant parce qu'il est totalement insuffisant face au nombre de morts et au nombre de demandes. Donc, devant l'ampleur de cette mort de masse et de l'impossibilité de satisfaire toutes les demandes, le grand quartier général va changer sa position, c'est-à-dire qu'on va oublier le texte de 89, et on va s'appuyer, alors je ne vais pas entrer dans le détail, mais sur toute une série de ce qu'on appelle des notes internes de l'armée. Donc ça relèverait en droit, si vous voulez, du règlement, en quelque sorte, non pas du décret, non pas de la loi, mais du règlement, qui vont permettre, alors ce sont des notes internes dites sur l'organisation des armées en campagne,
qui, lorsqu'on les recombine, il y en a plusieurs depuis le début de la guerre, en fait interdisent la récupération des corps dans la zone des armées. Alors, comme ces textes ont tous été pris, toutes ces notes ont été rédigées pendant la guerre, elles ont une logique. C'est qu'aller récupérer des corps dans la zone des armées pendant la guerre, bouleverser toutes les opérations de guerre, en fait. Donc il y a une certaine logique. Donc on va se servir, si vous voulez, de ce corpus de notes pour en faire la norme concernant les corps après la guerre. Et comme le gouvernement sent bien que cette solution ne sera pas une bonne solution, à partir de 1915-1916, alors qu'on avait décidé de financer des cimetières militaires dans la zone des armées, ou bien dans les villages qui étaient à l'arrière du front, ou dans les bourgs qui étaient à l'arrière du front, d'agrandir les cimetières communaux pour créer des sortes de carrés, si vous voulez, militaires. On va se servir aussi de cette pratique, de façon à dire aux familles, au fond, vous ne pouvez pas récupérer les corps, mais nous avons prévu pour les corps de vos morts des zones spécifiques dans lesquelles nous allons pouvoir tenter de les regrouper. Alors, ces notes du grand quartier général sont mal connues à l'arrière, sont voire inconnues des familles qui sont exaspérées de ne pas pouvoir récupérer leurs morts et qui déplorent très très rapidement l'accueil extrêmement rude qu'on leur fait lorsqu'elles se rendent sur place. Lorsqu'elles se rendent sur place, elles vont se trouver face à un gradé qui va leur lire l'ensemble de ces notes, très spécifiquement, en leur disant qu'il est impossible de récupérer votre mort. Vous vous doutez que c'est comme une cocotte minute, si vous voulez. Hein. La demande est extrêmement forte, l'État n'y répond pas, et les militaires se verrouillent derrière ces règlements internes. Donc on a une pression très très forte qui s'établit, et cela avait commencé d'ailleurs, on le sait maintenant, avant même la fin de la guerre, et les familles se mettent à écrire à l'État. Alors vous avez un ensemble de correspondances qui est tout à fait remarquable, qui n'a jamais été totalement dépouillé. Vous avez des courriers personnels extrêmement émouvants, de gens qui demandent à l'État qu'on leur donne la dépouille des leurs, des lettres qui petit à petit font émerger un concept que je trouve très neuf, qui est le concept du devoir de restitution. Hein, l'État a utilisé nos enfants, nos maris, nos frères, ils sont morts pour la patrie, il doit maintenant nous les rendre. Hein, c'est ça le devoir de restitution. Et les associations d'anciens combattants qui vont s'organiser à la fin du conflit vont reprendre cette ancienne et tenter de la formaliser un petit peu pour demander à l'État de remplir ce devoir-là qui serait un devoir en fait consubstantiel au devoir de la guerre. À partir du moment où l'État fait mourir des gens, par extension, si vous voulez, il se doit de rendre la dépouille du mort. Bien entendu, les pouvoirs publics font les sourds, mais tout simplement parce qu'ils n'ont aucun moyen, si vous voulez, de répondre à ces demandes. Et ça n'est qu'au février 1919 qu'ils vont, comment vous dire, tenter de justifier leur impossibilité. C'est-à-dire que la première loi, en fait, qui va être prise le 4 février 19, c'est une loi, je cite son sous-titre, tendant à interdire sur tout le territoire les transports des corps de militaires pour un délai de 3 ans à compter du 1er janvier 1919. Alors, on ne vous dit pas qu'on ne va pas vous rendre les morts. On dit qu'il est interdit de transporter des corps morts sur le territoire. Donc, il est impossible, par extension, de rendre les morts. Le délai de 3 ans a été longuement calculé dans les cabinets ministériels, avec l'idée que dans les 3 ans qui viennent, on y verrait plus clair. C'est-à-dire que l'État serait peut-être en mesure, enfin, de répondre aux demandes des familles. En réalité,
Toutes ces archives sont maintenant plus connues, notamment des archives militaires qui n'étaient pas consultables et qui l'ont été. Et on voit très bien que l'idée de l'État n'est pas de rendre les corps. L'idée de l'État, c'est que dans les 3 ans, et notamment du haut état-major militaire, on va construire des nécropoles nationales, de très grandes nécropoles nationales, que les familles qui seront, alors on ose dire conditionnées, mais c'est un petit peu ça, par un discours spécifique qui leur sera adressé, que les familles seront disposées finalement à ne pas récupérer les corps, mais à les laisser reposer, et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaît cette formule, laisser reposer les morts aux côtés de leurs camarades, plutôt que de demander à ce qu'ils rejoignent le caveau familial. Vous savez, c'est uni dans la guerre, uni dans la mort. Et le haut état-major pensait bien qu'en 3 ans, on arriverait à faire admettre, si vous voulez, ce principe de gestion de la mort. Alors, ça a été un échec total. Il y a eu un tollé général sur la loi du 4 février 19, qui a largement été relayée par les associations. Un tollé tel que la loi sera retirée pratiquement 6 mois plus tard par un décret, le décret du 20 juin 1919. Donc, retour au problème initial. Retour au problème initial. Que faire? L'État va lâcher du lest par petits gestes. D'abord, on va autoriser des exhumations lorsqu'il y a des tombes isolées. Je vous passe la loi, les textes, les décrets. Des tombes isolées qui comprennent des cadavres sur des terrains qui vont être réaffectés à des propriétaires afin qu'ils puissent les remettre en culture. Donc, autrement dit, on va rendre, pardonnez-moi l'expression, mais les morts qui gênent en fait la reprise, si vous voulez, d'une activité agricole, surtout, d'une certaine façon. Donc il y a des familles qui vont récupérer des corps à ce moment-là, au cours de ces opérations. On a d'ailleurs des récits personnels qui montrent bien que ça a été possible. Et lorsque ces familles se rendent au front, évidemment elles vont faire état de cette situation, c'est-à-dire qu'elles vont dire qu'elles viennent récupérer des corps qui appartiennent à des parties cadastrales, si vous voulez, dans lesquelles elles sont autorisées à les récupérer, mais elles vont en profiter aussi en jouant sur l'émotion pour demander aux militaires avec lesquels elles sont en contact de récupérer d'autres corps puisqu'elles ont fait le voyage. Et là, vous allez avoir effectivement des gradés, surtout, qui vont... je dis surtout parce que les soldats ne vont pas prendre ces initiatives, mais des gradés qui vont faire preuve de commisération et qui vont laisser des familles emmener des morts qui ne se trouvent pas dans le cas de figure tel que cité précédemment. De même, on va avoir une tolérance des maires, des communes sinistrées, qui, au mépris des règlements, laisseront récupérer des corps dans des cimetières locaux, et puis on va aussi avoir assez vite des dérives, c'est-à-dire l'achat de complicité rémunérée, c'est-à-dire que les gens vont donner de l'argent à des gens du cru qui connaissent à peu près les lieux où sont des tombes, des morts, etc., et qui permettront aux familles de récupérer ces morts. Donc vous allez avoir très vite, dès 19, toute une série de fouilles clandestines, en fait, entreprises par des familles qui désirent absolument récupérer un corps, et qui profitent aussi, ces familles, du grand bazar qui règne sur le front. Il ne faut pas vous imaginer que tout ça est réglé, normé, etc. C'est bien plus compliqué que ça. Alors, on a très peu de témoignages en France sur ces récupérations clandestines, mais on en a 2 à Limoges.
qui nous sont parvenus simplement en 2018, oui, très tardivement, parce que, vous savez, on finissait de commémorer les 100 ans de la guerre de 14, on avait commémoré 14, 16, 17, 18, etc., donc on arrivait au bout de la grande commémoration. Et vous savez que cette grande commémoration avait fait ramener vers les archives quantité de papiers diverses et variés. Et il y a donc des familles qui ont ramené des choses étranges. C'est le cas à Limoges de la famille d'un grand écrivain qui s'appelle Jean-Marie Amédée Paroutot, qui était un avocat, et de la famille d'un peintre qui s'appelle Jean Virol, qui m'ont donné 2 témoignages. La famille avait été tellement traumatisée, si vous voulez, les 2 familles, qu'elles avaient fini par mettre noir sur blanc le récit de ces corps, puis elles avaient ensuite bien dissimulé ces feuillets, évidemment, puisqu'elles étaient en théorie passibles de la justice. Et on voit très très bien comment, je ne vais pas vous donner ces récits ici, ça on n'a pas le temps, mais combien ça a été un calvaire. Ça a été un calvaire d'aller chercher clandestinement ces corps. Ils avaient emmené des sommes d'argent assez importantes, ils en ont dépensé beaucoup à des escrocs qui ne les amenaient jamais sur la bonne tombe, etc. Et puis, dit Jean Virol, il y avait toujours l'angoisse à la fin que le corps que l'on allait emmener ne soit pas le bon. Donc, qu'avions-nous fait? Qu'étions-nous en train de faire? Est-ce qu'on ramenait vraiment notre mort? Donc, ça a vraiment été un moment extrêmement traumatique. Et quand je vous disais tout à l'heure ce qu'est le temps long du traumatisme, eh bien, 100 ans plus tard, le trauma était toujours dans ces 2 familles. Et il ne se remettait pas de ce moment-là. Et c'était la troisième génération. À la fin de l'été 19, devant le problème et devant ce que l'on voit se dessiner sur le front, au Parlement, on va discuter d'un nouveau projet de loi. Ce projet de loi comprend à nouveau l'interdiction d'exhumation et l'interdiction de transport, mais rajoute une deuxième partie, souvenez-vous du projet dont j'avais parlé tout à l'heure, rajoute une deuxième partie sur ce qu'on appelle la grande ambition des nécropoles communes. Autrement dit, l'État tente de faire passer dans une loi l'idée que les morts ne seront pas rendus, en fait, mais iront dans des grandes nécropoles communes. Bien entendu, même si le gouvernement argue de la nécessité, finalement, de faire face à cet ensemble de cadavres sans précédent, il est assez franc d'ailleurs, et de la difficulté à prendre au fond une mesure générale d'ordre public aussi douloureuse. Je vous assure que ce texte de loi, il est rationnel, mais il est en même temps éthique. On ne peut pas accuser l'État de ne pas avoir cherché à ce moment-là à trouver une solution. Bon, mais les familles ne peuvent pas entendre ça. Elles ne peuvent pas. Donc il y a à nouveau eu une vive polémique, et cette fois les familles ont relayé les élus et les associations, et elles ont été même plus loin en mobilisant la presse qui s'est emparée du dossier et qui a demandé un grand plan de rapatriement, encore une fois, au nom du droit des familles à reprendre leur corps. Des lettres, des pétitions ont été signées, des manifestations ont eu lieu, des protestations communes. J'ai pris un exemple en Creuse, je n'ai pas vérifié s'il était dans l'exposition, mais vous le vérifierez vous-même. En Creuse, lors de la première réunion du Conseil général, qui se tint en avril 1919, 80% de la réunion a été consacrée à cette question, et elle s'est terminée par des vœux qui furent votés et adressés au gouvernement, et ce sont des vœux injonctifs, c'est-à-dire c'était une vraie injonction d'intervention de la puissance publique. Je vous en ai pris un petit extrait, Conseil général de la Creuse. Injonction d'intervention de la puissance publique pour je trouve le mot est très beau, pour la démobilisation des morts. C'est une belle formule, je trouve, démobilisation des morts. Considérant que les dépouilles des militaires morts pour la France doivent être remises aux familles qui en exprimeront le désir pour les faire inhumer dans un cimetière de leur choix, l'État devra prendre à sa charge tous les frais nécessités pour la recherche,
l'exhumation et le transport au cimetière. Les familles seront autorisées à se faire représenter aux opérations de recherche par des mandataires qualifiés qui seront défrayés par l'État, qui veillera aussi à leur rembourser tous leurs frais de déplacement. Ce à quoi l'État a répondu à ces milliers de courriers qui lui arrivent et à beaucoup de vœux de conseils généraux de France qui ont été pris un peu comme celui-ci. Celui-ci, je le trouve assez excellent parce qu'il est très complet, en disant que pour l'instant, il rembourserait simplement une fois par an un voyage vers les cimetières de guerre qui se trouvaient dans la zone du front. Je vous rappelle que le coût d'un tel voyage pour les petites gens du sud ou du centre, etc., était absolument insupportable. Sauf que, vous voyez l'ambiguïté de cette décision. Encore faut-il savoir où est le mort lorsqu'on va entreprendre le voyage. Alors là, les familles excédées décident de passer outre, c'est-à-dire de ne même plus tenir compte des positions de l'État, des textes en vigueur ou des discours qu'on leur tient. Et ça a été le grand moment du trafic de corps, qu'on appelle aussi trafic d'exhumation, mené par des hommes qui ont tiré des profits quelquefois extrêmement importantes, puisque on sait aujourd'hui, grâce à un carnet d'un de ces trafiquants, qu'une opération de recherche et d'exhumation discrète, c'est le mot employé, varie entre 1 500 et 15 000 francs, ce qui est une somme, 15 000 francs en 1918. L'État va finir par lancer une enquête sur ce phénomène, qui est un phénomène de grande ampleur, mais il n'a pas les moyens, ni vraiment d'ailleurs d'aller au bout de l'enquête, ni même de venir à bout de ces trafics. Vous avez une bonne idée fictionnelle de ces trafics, si vous connaissez le livre et le film. Moi, Au revoir là-haut. Voilà, c'est le moment qu'a choisi l'écrivain et le réalisateur du film pour montrer cela, le trafic prenant. Alors, c'est peut-être un peu excessif, mais on n'est pas très loin de la vérité pour ce moment-là. En 1920, la situation est explosive, puisque le trafic a pris beaucoup d'ampleur, et les parlementaires sont sommés de réagir à nouveau à cette question et d'organiser un corpus de textes pouvant satisfaire les familles. Alors l'État est un peu échaudé, donc il va faire ce qu'il fait assez fréquemment. Quand il veut faire passer une loi discrètement, on fait un rajout en général à la loi de finances. Comme personne ne lit la loi de finances, qui d'ailleurs est particulièrement ardu à lire, on va rajouter à la loi de finances du 31 juillet 1920 des dispositions spéciales, c'est-à-dire le vote d'un crédit de 10 millions de francs, alors écoutez bien, avec une toute petite phrase, pour assurer, à partir du 1er décembre 21, le transport des soldats morts pour la France. Donc vous voyez, on abroge en fait l'impossibilité du transport des corps morts. Donc ça veut dire que par extension, on peut aussi lancer une recherche sur les corps. Et un crédit de 60 millions sera ventilé pour les services de l'état civil et l'organisation de sépultures militaires ou l'aide à des sépultures privées. Et il y a surtout un article, l'article 106, qui annonce officiellement le droit pour les veuves, les ascendants et les descendants de demander officiellement la restitution et le transfert aux frais de l'État des corps de leurs morts. Cet article curieux d'une loi de finances a été complété par un décret de la fin de l'année, plutôt du début de l'année, excusez-moi, du mois de janvier 21, se rapportant aux personnes qui devraient être présentes lors des opérations d'exhumation. J'en reviens, je n'ai pas le temps de vous développer tout ça, mais ne serait-ce que pour tenter d'identifier les morts, ce qui est un vrai problème. Je vous citerai tout à l'heure une affaire qui a eu lieu au tribunal correctionnel l'année dernière à propos d'un tombeau qui a été réouvert. Je ne dirai ni où ni qui, mais je vous dirai ce qu'il y avait dans le tombeau, vous comprendrez où est le problème. Mais je le ferai tout à l'heure. Bon. Ce décret a permis
de créer au sein du ministère des Pensions et au service de l'État civil un organisme spécial dénommé Service de la restitution des corps. Donc c'est le premier. Là on y est, donc, quelque chose, une infrastructure sur l'administrative, va désormais être chargée de superviser et de contrôler les opérations, et les mairies reçoivent alors des formulaires spécifiques de demande de restitution que les familles peuvent venir retirer, remplir et ramener. Donc on vient d'entrer tout doucement, et au milieu de l'année 21, dans un processus de, je dirais, légal de récupération des corps. L'État a tenté de ruser une dernière fois, au mois d'avril 1921. Il y a eu une rupture du stock de formulaires, parce que les imprimeurs n'arrivaient plus à tous les imprimer. La ruse, ça va jusqu'au bout. Donc il y a des familles qui n'ont pas eu de formulaire entre avril et le retour des formulaires à l'automne. Alors malgré tout ça, le processus de restitution a été bien plus problématique qu'on ne l'avait pensé. D'abord, il a généré des conflits, je vous ai dit qu'il y avait eu beaucoup de conflits, de procès, au sein même des familles, lorsque le corps était demandé par la veuve et par les parents en même temps. Demandé par une veuve qui était remariée en opposition avec les parents. Refusé par la veuve, qui déclarait ne pas pouvoir supporter un retour alors que les parents demandaient le retour du corps. Ou des parents même qui refusaient le retour du corps contre l'avis de la veuve. C'est le cas inverse. Donc on a trouvé tous les cas de figure, et le ministère des Pensions a été très rapidement complètement débordé par ces litiges qu'il a fallu transférer aux tribunaux, lesquels ne savaient pas trop quoi faire de ces épineux dossiers. Je vous assure que lorsqu'on lit ces dossiers, on comprend ce que peut être la conflictualité intrafamiliale. Je vais le dire comme ça. Alors, peu à peu, il a fallu essayer aussi de sortir de cette situation. Je vous donne la jurisprudence qui a été dégagée. Jurisprudence, ça veut dire que ce sont des magistrats qui l'ont dégagée. La jurisprudence sur ces questions a été d'être favorable aux veuves, à qui on a accordé ce qu'on appelle un droit de priorité sur le corps. Droit de priorité sur le corps du mari. Alors, au motif, la plupart des magistrats l'ont justifié en raison de l'indissolubilité des liens familiaux liés au mariage. C'est intéressant, cette formule, quand on sait que certaines veuves s'étaient aussi remariées dans l'autre. Bon, enfin, passe. Alors, ça allait complètement à l'encontre du droit français, complètement à l'encontre du droit successoral, puisque je vous rappelle que toute la jurisprudence successorale, jusque-là, privilégiait ce que l'on appelle en droit le lien familial irruptible. Le lien familial qu'on ne peut pas rompre, c'est-à-dire la lignée. Donc en réalité, cette jurisprudence en faveur des veuves a posé énormément de problèmes dans les familles et créé énormément de tensions. Et j'en reviens au trauma dont je parlais tout à l'heure. Voilà un trauma dont on ne parle jamais, mais qui est un trauma qui va naître dans des lignées familiales qui se sont querellées à propos des morts. Et croyez-moi, ça a laissé des traces. On manque encore d'études sur ce dossier parce que les familles n'en parlent pas beaucoup, mais il y a là quelque chose d'intéressant. Alors, à partir de 1922, l'État, je me dépêche un peu, va diviser les zones. C'est-à-dire on va créer une cartographie des zones dans lesquelles se trouvent les corps, et on va commencer à transférer des corps en fonction de ce zonage. Alors, pour aller vite et pour vous faire comprendre, autrement dit, plus les corps sont loin du front et plus les transports vont être faciles et aisés. Donc les exhumations vont être réalisées et les corps rendus. J'ai pris le cas de Guéret, je pense, vous avez des chiffres dans l'exposition, vous verrez qu'ils sont très, très bien faits. Je crois que vous avez le chiffre du retour des corps à Guéret. 2313 corps reviennent en Creuse à partir de la fin de l'année 21. Ça n'a pas été simple à Guéret parce que
On a d'abord récupéré des corps qui étaient dans les hôpitaux militaires, c'est-à-dire qui avaient été inhumés en fait à proximité de ces hôpitaux. Et on s'est aperçu, et là aussi ça vous donne une idée de la mort de masse, qu'alors qu'on pensait que cela ne concernait que quelques cadavres, lorsqu'on a commencé les exhumations, on sortait 18 cadavres par jour. Donc très rapidement, ça a commencé à poser problème. Ensuite, dans ce zonage, on a privilégié, il y a eu un budget spécifique pour rapatrier les militaires français morts à l'étranger. C'est le moment donc où arrive à Marseille, et là aussi on a des témoignages terribles sur ce spectacle, à partir de l'année 22, ce qu'on appelle les grands convois de cadavres, c'est-à-dire des bateaux remplis de corps qui sont déchargés sur le port, qui viennent de l'armée d'Orient. Et il a fallu attendre 1923 pour que l'État réorganise complètement le port, parce que cette vision était absolument insoutenable. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'était, enfin, vous voyez ce que serait un port à conteneurs aujourd'hui qui serait rempli de cercueils en fait. Dans l'ancienne zone militaire, ça a été plus compliqué, c'est-à-dire la zone la plus proche du front. L'exhumation, l'identification, le stockage des cadavres ainsi que la fabrication des cercueils, la mise en bière, l'acheminement constituaient une entreprise démesurée. L'État ne pouvant la réaliser, il a mis tous ses travaux, si vous voulez, en adjudication. L'adjudication, je pourrais aussi vous en parler longtemps, ça peut être très bien, ça peut être aussi très mauvais. Là, on est tombé sur des adjudicateurs qui se sont enrichis très très largement, notamment les fabricants de cercueils. Il y a eu des abus énormes, de scandaleuses pratiques, là aussi je vous renvoie au film dont je parlais tout à l'heure, consistant par exemple à réduire les corps de façon à diminuer le bois des cercueils, etc. Tous les coups étaient permis, si je puis m'exprimer ainsi. L'État s'en est aperçu, a essayé de canaliser un petit peu tout ça, et a mis la gendarmerie, en fait, je dirais, dans une tâche de surveillance, sans grand succès. Et puis, à partir du moment où on a commencé donc à récupérer ces cadavres, s'est posé un énorme problème d'hygiène. N'oubliez pas quand même, on a là des millions de corps qui transitent. Un problème d'hygiène au moment de la mise en bière, dans les centres de regroupement, dans les gares, dans les wagons. C'est à ce moment-là qu'on commence à plomber les cercueils et à tenter de faire aussi des trains de mort, c'est-à-dire d'essayer de les convoyer en une fois, si vous voulez, pour éviter les problèmes d'hygiène, et de faire surveiller les quais qui sont affectés dans les gares par la gendarmerie. Une nouvelle polémique est née sur la nature des cercueils. Je ne veux pas la développer ici, mais beaucoup de familles, si vous voulez, auraient souhaité intervenir sur le moment de la mise en bière. C'est-à-dire, il y a même des familles qui avaient commencé à amener des cercueils. Car les cercueils qui avaient été... la mise en bière qui avait été sous-traitée aboutissait à des cercueils qui étaient de véritables boîtes en bois brut, si vous voulez. Et il y a eu d'énormes protestations, justement, sur cette mise en bière, sur ces transports, et sur cet horrible, si vous voulez, acheminement des morts dans un état. Les cercueils individuels ou les convois en wagon ont circulé en France jusqu'à la fin de l'année 1925. Alors, c'est 7 ans après le 11 novembre. Le convoyage était certes discret, le déchargement des cercueils se faisait sur une voie à l'écart du trafic, de préférence la nuit. Les conditions de réception étaient très différentes d'un lieu à l'autre, parce que soit le maire de la gare d'accueil souhaitait faire une cérémonie, ce qui fait que toute la discrétion qui avait été mise en place était perdue, soit on ne faisait pas de cérémonie, et dans ce cas-là, on avait l'impression que les morts étaient répartis dans les différentes communes de façon quasi clandestine, puisqu'on attendait la nuit suivante pour décharger le convoi et le ventiler dans les communes. Enfin, c'est vraiment beaucoup d'horreur pour tous ces morts. La réception des corps en Limousin est assez mal connue encore. On commence à s'intéresser aux monographies communales qui permettent de la micro-histoire.
On a quelques bons témoignages, je vous en ai pris un à Aubazine en Corrèze, pour 7 corps qui furent rapatriés dans la nuit, extrêmement discrètement, ce qui fait que le maire était très très mal à l'aise, encore plus mal à l'aise que la famille, de voir qu'on allait faire cette inhumation de façon presque clandestinement. Et du coup, il y a eu un petit discours qui a été fait le lendemain, alors que l'inhumation était faite. Et je trouve que c'est très très beau le cas d'Aubazine, parce que on a rappelé qui était le mort, de façon à ce qu'il réintègre la communauté. Je vais vous prendre un cas, là c'est le cas d'un garçon qui s'appelait Johannes, et voilà ce que dit le maire. Vous imaginez, on est le matin, il est 6 heures dans la brume, on a enterré tout ça, et il dit voilà, Johannes était né le 9 avril 1891. Ses parents, vous les connaissez. Son père, c'était le cantonnier dans la commune depuis de nombreuses années. Johannes, il était actif, il était intelligent, comme son père qui dirige l'entretien de nos chemins. Sa mère, c'était une ménagère laborieuse. Elle avait élevé d'une façon exemplaire cette famille nombreuse. Ils nous ont fait honneur. Ils ont fait honneur à leurs parents, ils ont fait honneur à Aubazine. Johannes a été enterré dans la plus grande discrétion. Donc, vous voyez, une tentative pour essayer de le remettre dans le corps des vivants. C'est très émouvant, je trouve, parce que tout ça se fait dans une discrétion totale et n'est pas passé à la mémoire. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, sinon pour vous donner les chiffres terminaux, je vois que j'ai traîné un peu. Au final, on estime aujourd'hui, c'est une fourchette, que 240 000 à 260 000 corps ont été restitués aux familles. C'est le chiffre officiel qui a été donné en 1936 sur la base des demandes qui avaient été déposées, vous savez, sur les formulaires qui étaient en mairie. L'écart de 20 000 est énorme et il est probablement très inférieur à la réalité. Très inférieur à la réalité. C'est ce qui explique, vous savez, mais ça c'est très bien montré dans l'exposition, je l'ai vu tout à l'heure, il y a même un recensement exhaustif pour la Creuse, que beaucoup de familles aient quand même fait un caveau pour leur mort en mettant une plaque. Je crois que la Creuse en a recensé presque 2000, ça m'a paru un chiffre extrêmement important. Ça vous donne une idée de l'absence aussi, quand vous comptez les plaques des caveaux vides. Parce que les autres, on n'a pas pu les récupérer. Alors tout ça a eu un certain nombre de conséquences, et je vais conclure là-dessus. La mort a été omniprésente dans les familles et d'une manière générale dans les communautés locales, tout au long de l'entre-deux-guerres. Les corps récupérés ou non, il restait des doutes, des interrogations qui taraudaient les familles. Est-ce que c'est bien mon mort? Comment est-il mort? Enfin, toutes ces questions que l'on ne peut résoudre et qui permettent de faire un deuil. On voulait savoir l'histoire précise de la mort des soldats, d'où ces milliers de courriers de proches qui ont été adressés à des médecins, à des infirmières, à des camarades de combat, ainsi qu'aux autorités militaires pour comprendre les circonstances de la mort, les souffrances endurées et, au dernier moment, les ultimes paroles qu'aurait prononcées le mort. Vous avez des milliers de courriers qui sont tous aussi émouvants les uns que les autres. Des travaux récents ont montré que certaines mères et épouses ne renonçaient pas à entrer en contact avec leur mort, ce qui a produit un très important développement du spiritisme dans les années 20. Je vous renvoie aux travaux de mon collègue anglais Jay Winter, qui montre que la courbe de ceux qui se présentent comme capables de mettre en contact les morts et les vivants explose dans les années 20. Et qu'ils ont des clients, pardonnez-moi l'expression. Les impacts psychologiques et psychosociologiques ont été considérables sur les générations du conflit. Il n'y avait pas eu d'aide de psychiatrie, je vous l'ai dit, même si pourtant ce secteur a élaboré une réflexion sur le traumatisme de guerre. En 1915, Sigmund Freud avait évoqué dans un ouvrage qui est complètement oublié, qui est pourtant fort intéressant, qui s'appelle « Considérations sur la guerre et sur la mort », ce que serait, je cite, «
les conséquences psychologiques horribles de ce conflit hors norme. On est en 1915, autrement dit, il avertit tout le secteur de la psychiatrie. Et il rajoutera à la fin de la guerre, les hommes avant la guerre avaient voulu oublier la mort. C'était la belle époque, hein, n'oubliez pas avant la guerre. La mettre de côté. Or, après la guerre, cette génération va se retrouver avec un immense problème, celui de la mort industrielle, et celle-ci leur sera insupportable, d'où de très nombreux traumatismes à venir dans les familles. Et c'est bien ce qui s'est produit. Il avait même repris le vieil adage romain, si vis pacem para bellum, qu'il avait transformé en si vis vitam para mortem, si tu veux supporter ta vie, organise-toi pour ta mort, et il ajoutait, personne à partir de 1920 n'invite quiconque à s'organiser pour la mort. Donc on ne peut pas dire que personne n'y a réfléchi. Lorsque les psychiatres, parce qu'on commence à connaître quelques travaux de psychiatres des années 20, s'intéressent à ces questions, alors je n'ai pris qu'un cas, hein, mais pour vous donner une idée, d'un psychiatre qui a tenu ses carnets, il dit la mort des gens que je vois, moi, dans mon cabinet, hein, produit un total effondrement quand elle frappe les proches, les parents, les époux, les frères et les sœurs. Mais lorsqu'on est à l'échelle du million, c'est-à-dire de tous ces gens que je ne verrai pas, je me rends compte qu'elle frappe terriblement les espoirs, les exigences, les jouissances, et qu'il y a des gens, toute une génération, ajoute-t-il, qu'on ne pourra pas consoler à cette échelle. Il y aura toujours une tendance à refuser le remplacement, et cela s'insinuera dans toute la société qui en sera profondément affectée. C'est ce qui s'est produit. Freud n'avait pas tort, ni ses psychiatres. Les années d'après-guerre furent des années de hantise de la mort, voire d'une crainte possible du retour des morts. Je vous rappelle deux films, 1919 et 1937, d'Abel Gans, qui réalise 2 fois le même film, qui s'appelle J'accuse, que je vous invite à le revoir, dans lequel, quelle que soit la version, les soldats morts se relèvent par milliers de tombes précaires, ils sortent du front, ils marchent en titubant vers leur village pour savoir si leur sacrifice a été utile, sinon les habitants devront s'amender afin que l'armée des morts retourne dans les tombes. Et dans le second film, et ça me parle beaucoup puisque je fais beaucoup de droit pénal international, l'armée des morts exige un gouvernement mondial qui mettrait définitivement fin à la guerre. C'est la SDN et l'ONU qui naîtront plus tard. Vous avez une scène du même type qui a été reprise, si vous êtes un peu cinéphile, dans l'adaptation des romans de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, où l'on voit une armée des morts qui est réquisitionnée et qui va revenir retrouver sa place au combat pour sauver les vivants, mais c'est la même idée, c'est le même thème. Les morts sont là et nous surveillent. C'est ce qui apparaît beaucoup dans les correspondances privées des années 30, où on retrouve très souvent cette phrase « Les morts nous surveillent, nous, les vivants, et il n'est guère facile de vivre sereinement. » Blaise Cendrars dit « Plus je discute, alors quand il se rend dans sa région natale, je ne sais plus où c'était, plus je discute avec les miens c'est dit au sens où c'est les gens de son entourage, et plus je me rends compte qu'un nuage de douleur obscurcit les villages, les forêts, les montagnes, etc., etc. Donc cela implique à repenser, et je terminerai là-dessus, rassurez-vous, l'ampleur du fait commémoratif. Comment faire pour finalement trouver une forme qui permettrait une sorte de massification du souvenir des morts que l'on n'avait pas? Eh bien, c'est votre exposition, ce sera les monuments aux morts, cas unique dans le monde, puisque 36 000 communes, en théorie, vont se doter de monuments aux morts. Il n'y a que 4 600 communes qui n'ont pas de monuments aux morts. Ce sera des milliers de plaques, ce sera des tombes privées, ce sera des vitraux dans les églises, ce sera des ex-voto. Bref, un ensemble mémoriel qui n'a aucune comparaison, pour aucune guerre.
Et ce sera ces listes de noms sans fin. Faute d'avoir les morts, on aura au moins la liste des morts qui va devenir, vous voyez, le contrepoids, le palliatif de l'absence. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, dans Henri Pourrat, je me souviens avoir lu, je ne sais pas dans quel ouvrage, il représente un paysan, une famille de paysans qui vendait du bois pour étayer les tranchées. Et le 11 novembre arrive, et le paysan dit, mais ils auraient pu attendre un peu. Alors, est-ce que dans la population, y avait-il une petite catégorie de gens qui profitaient et qui étaient à l'inverse de la majorité? Alors, je vais vous répondre très largement. Toute guerre a ses profiteurs. Hein, moi qui suis un spécialiste des guerres, je peux vous dire que je n'en connais pas une qui n'en a pas, quel qu'il soit. Ça reste une minorité, heureusement. Mais votre question m'amène à une autre réflexion, c'est que la guerre n'est pas envisagée par tous de la même façon, même si l'on n'en profite pas. Je vais vous raconter une anecdote que je trouve très significative, qui m'a été racontée par le fils de Michelet, qui connaissait bien la vie paysanne, hein, oui, qui est Michelet en Corrèze. Et il racontait une histoire que lui avait racontée son père à propos de paysans locaux qui reçoivent le fils qui revient en 18, donc après sa démobilisation, donc qui a passé 4 ans au front. Et la famille est devant la porte, j'essaie de vous décrire la scène, pas exactement comme ça, mais et le père, qui est un personnage important quand même dans ces fermes, l'ancêtre si vous voulez, ne lui laisse pas le temps de parler et lui dit « Tu as assez traîné, tes sabots sont là et le champ à labourer est derrière. » Voilà. Et jamais ce garçon n'a pu parler de la guerre. Quand je vous dis il n'y a pas d'encadrement psychologique, etc., tout ce que vous voulez, mais là il n'y a même pas la possibilité de mettre ses souffrances en récit. Alors, c'est comme votre marchand de bois. Lui, la guerre, il la voit alors peut-être comme une source de profit, mais il la voit aussi comme quelque chose de lointain où on utilise du bois. Voilà. Bon. L'arrière est loin du front. C'est une des particularités des guerres dans lesquelles les fronts se fossilisent comme ça, où ce que voit l'arrière n'est pas ce qui est à l'avant. Et donc il y a eu des retours qui ont été dramatiques. C'est-à-dire des familles qui ne comprenaient pas, ne pouvaient pas comprendre la souffrance de celui qui revenait, et celui qui revenait ne pouvait pas trouver une oreille pour s'exprimer. C'est aussi ce qu'ont connu un peu, mais dans une moindre mesure, les prisonniers qui sont sortis des camps après 1945. Hein, quelquefois, le retour, c'était très difficile de recoller à la fois ce qu'avait été leur expérience, très traumatique, et ce qu'était la vision des familles, parce qu'on ne savait pas d'ailleurs encore de ce qu'avait été l'univers concentrationnaire. Mon grand-père n'avait jamais voulu parler de la guerre parce qu'il était rentré, lui, et ça c'est ma grand-mère qui me disait. Il n'avait jamais voulu en parler parce qu'il m'a dit, mais lui est revenu et dans le village. Il y en a 3 qui sont revenus. Et à cause de cela, il avait gardé ça. Lui était revenu parce qu'il avait été blessé, il avait voulu dans le cœur, donc il avait quitté assez tôt. Ah, mais je crois qu'il y a... Oui, vous avez raison, il y a des impossibilités de parole. D'abord parce que l'expérience est intransmissible. Vous vous souvenez de la fin du Capitaine Conan,
Vous vous souvenez de ce roman, Capitaine Conan, qui est devenu aussi un film? Le Capitaine Conan, il finit ivre, complètement ivre, avec une impossibilité de raconter ce qu'a été son expérience de guerre sur le front d'Orient, parce que c'est inracontable une fois rentré dans sa Bretagne natale, où nul ne peut imaginer ce qu'a été son expérience, qui d'ailleurs est assez importante. Et il sombre dans l'alcool. Alors on commence à avoir des travaux sur l'alcoolisme au lendemain de la guerre, et on se rend compte qu'il a été particulièrement important, c'est-à-dire l'alcool comme forme d'oubli, et comme forme, j'allais dire, de thérapie, hein, c'est dur à dire comme ça, mais c'est exactement ça. On commence aussi, grâce à la grande collecte, puisqu'on est dans un dépôt d'archives, à voir combien, vous vous souvenez de la grande collecte, alors je ne sais pas ce qu'il en a été en Creuse, mais on commence maintenant à faire un peu l'expertise de ce qui s'est passé partout en France, et on s'aperçoit que beaucoup de familles ont ramené des choses, c'est-à-dire 100 ans plus tard, donc la 3e génération. Et combien ces choses avaient été conservées, le mot que je vais employer, c'est pieusement, avec beaucoup de soin, des morceaux de correspondance, des objets, etc. On a même dans certaines régions de France eu des photos d'hôtels particuliers qui se trouvaient dans les maisons. Vous savez, ce qu'on appelle un hôtel à U-T-E-L, où on mettait une photo du mort, 2 chandelles, quelques-uns de ces objets, etc. Et ces hôtels étaient restés, disaient certaines familles, jusque dans les années, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, pratiquement. Hein, la vénération du mort. Donc, c'est vous dire quand même, moi, quand j'ai vu combien les gens venaient déposer avec émotion, là, à partir de 2014, tous ces objets, là, on a compris, c'est pour ça qu'on a lancé aussi ces études, combien le trauma était encore là. Hein. C'était pas seulement le souvenir de la guerre, c'était bien plus que cela. Bien plus que cela. Et pour les morts, pour vous donner une idée, je vous avais noté les chiffres d'aujourd'hui, pour vous montrer que tout ça, quand même, continue. Je ne sais plus ce que je fais toujours de mes affaires. Oui, voilà. Chaque année, à peu près, alors c'est une moyenne, on ramène dans les restes de soldats de la Première Guerre mondiale, alors c'est des restes qui peuvent remonter par des labours, c'est des restes qui peuvent remonter par des parties forestières de l'ancienne zone rouge, vous savez, ces zones qui avaient été bloquées, que l'on remet en exploitation, c'est des restes qui viennent de l'archéologie, de l'ouverture de routes, etc. Mais on remonte à peu près 2600 morceaux de corps. C'est considérable, hein. Ça veut dire que pardonnez-moi l'expression, mais les morceaux de mort, donc les morts eux-mêmes, 100 ans plus tard, reviennent. Vous vous souvenez de ce qu'on disait tout à l'heure sur les morts, ces fantômes qui reviennent, mais là, ils reviennent en petite partie. Et ça pose des tas de problèmes. D'abord, il faut déclarer ces ossements aux autorités, hein, c'est absolument obligatoire, sinon on va aller vers un trafic. Et il y a encore un service des sépultures militaires au ministère de la Défense qui s'occupe de cela. Ensuite, il faut les identifier, essayer de les identifier. Et là, on fait appel maintenant à des archéologues pour essayer de savoir si autour de ces morceaux d'ossements, il y avait des choses qui allaient permettre de les identifier, des objets ou autres. C'est jamais très facile, des montres, des goussets, des plaques. Et c'est très compliqué. La plupart du temps, il n'y a pas d'identification. Et ensuite, vous avez des cabinets de généalogie qui vont tenter de retrouver les familles pour savoir si elles veulent récupérer, s'il y a eu identification, tout ou partie du corps. La plupart du temps, ça n'est pas ce qui se passe, et ces corps rejoignent les ossuaires, en fait, hein, qui ont été faits pour cela. Et puis, j'avais dit que je terminerai là-dessus sur une affaire qui est arrivée en justice il n'y a pas très longtemps. Vous avez des familles qui maintenant, c'est vous dire quand même, 100 ans plus tard, doutent encore un petit peu de savoir si c'est bien leur mort qui est dans les caveaux. Et au moment, quelquefois, des réorganisations des tombes, lorsqu'on arrive à des besoins de réparation ou autre, etc., demande une identification du mort. Alors, vous savez que maintenant, les tests ADN sont moins coûteux qu'ils ne l'étaient avant, et vous avez des familles qui engagent une identification ADN. Et on s'aperçoit qu'en réalité, effectivement, le mort n'est pas un membre de la famille. Et là, oui, vous avez alors, vous voyez, le trauma a perduré jusqu'à ce que la famille fasse la demande, et vous avez un autre trauma qui naît 100 ans plus tard de dire, mais alors, voilà, qui est-ce, qu'est-ce que je fais, quoi.
quand je dis que la mort, c'est quand même infiltré, hein, vous voyez, intergénérationnellement et sur des dizaines d'années, vous en avez là un très bel exemple. Oui, il y a aussi des sépultures qui ont été vides. J'ai le cas d'un oncle Oui, qui est mort à l'hôpital militaire de Clermont-Ferrand. Et il y a déjà quelques années, mes parents ont décidé de réunir tous les corps de la famille. oui, Et j'ai procédé à l'exhumation. Un militaire, en général, était enterré, était mis dans un cercueil en zinc. oui, Ça, on était au courant, le bois, il n'y en avait plus. Mais quand on a ouvert le cercueil en zinc, il n'y avait rien dedans. Il n'y avait aucun ossement, rien du tout. On pensait trouver les ossements et ses médailles, parce qu'il avait des médailles, et on n'a rien trouvé du tout. Ça, c'est un premier traumatisme. Et un deuxième traumatisme, ah oui, oui, tout à fait. c'est dans les communes, à la fin de la guerre, les communes étaient désorganisées. Et cet oncle, qui devait être inscrit au monument aux morts, moi je l'ai cru longtemps parce qu'en lisant à l'école primaire, on nous faisait lire les morts sur les monuments. J'ai dit à mon père, bon, c'est ton oncle, c'est le tonton, elle dit oui. Quelques années plus tard, j'ai voulu remonter la généalogie de ma famille. Je ne trouvais pas la date de naissance, le lieu de naissance de cet oncle. Je me suis adressé à un service dédié au ministère de la Défense et je me suis aperçu que dans la commune, il y avait 2 jeunes du même âge, du même nom et du même prénom. Un a été tué au début de l'année, Ouais. mon oncle au milieu de l'année, le secrétaire de mairie à l'époque, on peut le comprendre, avait une personne d'un nom. Il a dit j'en veux pas une deuxième. Et quand on a fait l'enquête, j'ai vu que ces 2 personnes, je savais que mon oncle était mort à l'hôpital militaire de Clermont. Et je me suis renseigné, je savais quelle unité il appartenait, je me suis renseigné à la commune, la personne qui était sur mon mort n'était pas dans le même régiment, et c'est la 3e génération qui a fait inscrire le nom Non, sur... ah oui, c'est le monument. Mais vous avez dit quelque chose qui est très très juste. Il ne faut pas oublier que les années 18, 19, 20, même jusqu'en 20, c'est un bazar incroyable. Donc tout est possible. Tout est possible. Les erreurs, les malversations, les... Ça a servi à mes grands-parents de faire leur deuil. Oui, absolument. Oui, mais ce qui est déjà important. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Question chemin de fer. Est-ce que vous savez où arrivaient ces trains? À Limoges. Oui, alors je l'ai su, sur un quai un peu... Le quai militaire? Alors je ne sais pas si c'était le quai militaire, mais vous savez qu'avant Limoges, il y a la gare de triage de Puy-Imbert, et je crois que c'est là qu'on avait dû dédier un quai. Alors est-ce que le quai militaire était là? Je ne me rappelle plus. Oui, il était là. Oui. Donc il est fort possible que ce soit là. Oui. Vous avez des gares qui avaient dressé des grandes palissades, enfin on cherchait vraiment à essayer de protéger les gens de cela. Comme il n'y a pas de quai militaire partout, alors Limoges, effectivement, c'est une ville militaire, oui. Ailleurs, je pense qu'on isolait une partie de voie ou une partie de gare un peu obscure. Est-ce qu'il y a des traces dans les mairies des restitutions des corps Dans les mairies? Oui, vous avez des... Oui, oui. Je crois que dans l'exposition, il y a un certain nombre de documents qui vous permettront de... Oui, oui. Il y a des mairies qui ont consigné aussi quand il y avait une petite cérémonie ou
quand... Parce que deuxième, à la Puis vous avez l'état civil, j'essaye de répondre, vous avez l'état civil, oui. Oui, mais la troisième génération, on n'est pas sûr que le corps ait été rapatrié, si que les archives dans des communes, il n'y a rien dans les familles, ou à la préfecture. Je parle d'un cas concret. Oui. Ma famille, la famille de ma femme, sur laquelle j'ai fait des recherches, Oui. je ne sais pas Si le corps... Si le corps est là, effectivement, il y a une plaque, il est décédé le 26 septembre 14, mais je ne sais pas s'il est dans la tombe. Alors ça, il faudra que... Comment avez-vous fait la recension des tombes vides? Alors justement, pour Guéret, il y a un grand cahier où il y a la liste des corps qui ont été exhumés justement, qui Voilà. ont été enterrés à Guéret, mais aussi de corps qui ont été reçus. Et puis ce sont les télégrammes reçus envoyés par des préfectures dans les communes. Donc toute c'est la série des préfectures qui est là. Et tous ces télégrammes là, indiquent le nombre de wagons, le nombre de cercueils et les communes creusoises de destination. Donc, Et quelquefois la liste des... Donc si vous pouvez procéder à l'envers, si sur la liste... Enfin, déjà, il faut que la commune ait gardé la liste, et si sur la liste on n'a pas le nom, il est probable qu'il n'y a pas eu de rapatriement. Bon, on va peut-être clore quand même, parce que j'ai un peu abusé du temps. Merci.